pense qu'on va pouvoir commencer. Déjà 35 participants. On avait un peu plus de 100 inscrits. Voilà. Donc, bonjour à tous. Je prends la main au tout début pour vous présenter ce webinaire. Donc, c'est un webinaire concernant les acheteurs privés sur la thématique comment intégrer l'écolabel européen dans vos marchés. Et je laisse tout de suite la main à Céline Schauer pour présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci également pour votre participation à ce webinaire. Donc, c'est un webinaire qui est co-organisé ADEME, Agence de la transition écologique, et avec le pôle éco-conception. Et aujourd'hui, nous avons aussi la chance d'avoir des témoignages, donc notamment deux entreprises, Best Western et Auchan, qui se sont servis de l'écolabel européen dans leur stratégie d'achat, et aussi le Conseil national des achats et l'Observatoire des achats responsables qui pourra aussi également vous donner des éléments de contexte. Je veux bien que tu passes. Petit point aussi, c'est que du coup, vous pouvez poser vos questions tout du long du webinaire dans le petit onglet QR en haut, et on aura un temps à la fin du webinaire d'échange où on tâchera de répondre à vos interrogations. Florian, peut-être pour repréciser effectivement, donc ce webinaire est co-organisé avec le pôle, donc Florian Ribeiro qui est ingénieur éco-conception au niveau du pôle, et moi-même Céline Scher qui est coordinatrice écolabel européen à la direction économie circulaire de l'ADEME. Et pour démarrer ce webinaire, si tu peux passer s'il te plaît à la slide, donc quelques mots de contexte autour de l'écolabel européen. Donc le label, l'écolabel européen, il est facilement reconnaissable avec la petite fleur et les étoiles. Et pour en dire deux mots, il faut savoir que c'est le seul label qui soit public et volontaire, porté par la Commission européenne et les États membres, et ça depuis plus de 30 ans, puisqu'il a été créé en 92. Et l'objectif de ce label, c'était de pouvoir cibler les meilleurs produits et services du marché, d'un point de vue environnement, mais aussi santé. Donc, on n'est pas dans un label de massification, hein. L'objectif, c'est vraiment de cibler les produits d'excellence. Souvent, on dit qu'on vise les 10 à 20% meilleurs produits du marché d'un point de vue environnement et santé. Et l'objectif derrière, c'est de pouvoir donner un repère et une garantie pour les consommateurs et les professionnels, qui soient acheteurs privés ou publics, pour repérer les produits et services qui soient plus respectueux de l'environnement et de la santé des utilisateurs finaux. Ce qui est intéressant aussi de noter sur ce label, c'est que en fait, pour avoir le droit d'apposer le logo écolabel européen, l'entreprise elle va devoir démontrer que son produit répond à des normes minimales en termes de performance et d'efficacité. Parce qu'on estime qu'un produit écologique il doit être performant. Et, enfin, par exemple, s'il faut mettre 2 fois plus de peinture pour avoir un effet couvrant, ou s'il faut utiliser 2 fois plus de lessive pour que le linge soit propre, finalement, l'impact environnemental il sera pas moindre. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours des exigences en matière de performance. Donc, c'est quand même un plus par rapport à un autre produit qui ne serait pas certifié, puisqu'au moins, là, vous êtes sûr que en choisissant l'écolabel européen, vous avez un minimum de garantie en termes de qualité d'usage. Et enfin, pour finir, donc on est sur un label d'exigence d'un point de vue environnemental, mais aussi au niveau de la gouvernance, qui est un label très fiable et robuste, puisqu'en fait, on considère qu'il est 100% conforme à l'ISO 14024, qui est la norme des écolabels type 1. Donc il répond à un certain nombre de critères. Notamment, on est sur un label cycle de vie, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à l'ensemble du cycle de vie d'un produit ou d'un service. On ne s'intéresse pas uniquement à l'emballage ou au transport, mais on va bien s'intéresser à l'extraction des matières premières, la fabrication, la phase d'utilisation et la fin de vie. Donc, ça permet de prendre l'ensemble des enjeux du produit ou du service. Mais aussi, on est sur un label multi-critères, c'est-à-dire qu'on ne va pas, par exemple, regarder uniquement les gaz à effet de serre. Donc, on va s'intéresser à plein d'autres critères impactants sur un produit, comme par exemple la toxicité ou la biodégradabilité du gel douche dans les milieux aquatiques. Et tout ça, bien sûr, sur une approche scientifique, parce que les critères donc, sont proposés par le Centre de recherche de la Commission européenne, qui va faire
un énorme travail de benchmarking sur toutes les meilleures techniques disponibles d'un point de vue environnemental, les aspects santé, etc., pour proposer toujours des nouveaux critères qui soient les plus impactants possibles d'un point de vue environnemental. Et en même temps, il va y avoir une concertation avec les parties prenantes, que ce soit les entreprises, les fédérations ou les institutionnels, pour que finalement les critères ils soient exigeants mais aussi réalistes sur le terrain. Et un point intéressant aussi à noter, c'est que là, on est vraiment on est sur un label qui doit être certifié par une tierce partie indépendante. Ce n'est pas de l'autodéclaratif. Ça veut dire qu'il y a un organisme de certification qui va venir, par exemple, vérifier au niveau de l'entreprise que le produit il est bien conforme à tous les critères demandés dans le cahier des charges de l'écolabel européen. Et ensuite, il va y avoir une surveillance tout du long de la certification pour s'assurer que le produit il est toujours conforme. Donc, on est vraiment sur une démarche très fiable et robuste, que ce soit d'un point de vue scientifique ou au niveau de la gouvernance. Et bien sûr, tout ça est libre d'accès. Florian, je veux bien que tu passes à la slide, merci. Donc actuellement, on a 23 catégories de produits et services couverts par l'écolabel européen, donc c'est assez large. Ça va des entretiens aux espaces verts, aux produits d'hygiène, que ce soit les produits cosmétiques, les produits d'hygiène absorbants type couche bébé ou maintenant les coupes menstruelles réutilisables, les papiers d'hygiène essuie-tout, tout ce qui est papeterie, cahier ou feuilles A4, les peintures et vernis, des produits textiles, des lubrifiants. On a beaucoup de produits d'entretien type détergent textile, etc. Mais il est moins connu, mais on a aussi des services de nettoyage qui sont certifiés Écolabel européen. On en a 7 en France, donc en fait, c'est l'ensemble du service de nettoyage qui est certifié Écolabel européen et pas uniquement les produits. On a aussi des revêtements de sol, on a des produits d'ameublement et il faut savoir que cette année, on a certifié la première entreprise française d'ameublement de bureautique pour les pros. On est assez fiers. Des écrans et enfin des hébergements touristiques type hôtel. On va avoir un exemple tout à l'heure. Donc les diapos vous seront fournis et les replays vous seront fournis à la fin du webinaire. Donc là, il y aura des liens. Si vous voulez aller voir les critères des différentes catégories de produits, il vous suffira de cliquer sur le référentiel complet. Et l'ADEME a également développé des fiches synthétiques qui reprend les critères parce que les critères de l'écolabel européen dans leur globalité, ça peut être un peu long. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir les fiches synthétiques qui reprend de façon très synthétique les critères des différents catégories de produits, donc via le lien qui sera fourni sur la présentation. Ici. Et donc, en termes de chiffres, et ensuite je laisserai les témoins parler plus concrètement de ce que leur apporte l'écolabel européen. Donc, il faut savoir que ça fonctionne très bien. Là, on voit quand même que maintenant, on a atteint plus de 100 000 produits partout en Europe. Et ça continue de monter. Donc, en fait, on voit bien qu'il y a quand même un intérêt croissant de la part des consommateurs et des professionnels. Alors, c'est lié aussi parce qu'il y a des nouvelles réglementations, mais pas que. Il y a aussi une stratégie RSE de plus en plus prégnante dans les entreprises qui favorise le développement de ce type de produits. Mais maintenant, en fait, il y a une vraie accessibilité partout en Europe de produits et de services écolabel européens. Pareil, vous aurez la liste des produits et des entreprises européennes et aussi la liste des entreprises françaises. Il vous suffira de cliquer sur le lien. Et ça augmente dans toutes les catégories de produits et services. Hein. Donc on est globalement sur une dynamique très, très bonne sur ce marché. Merci Florian. Et du coup, je pourrais parler longtemps de toutes les externalités positives de choisir ce label, mais je vais laisser plutôt la parole donc, à nos premières témoins. Donc Rachel Loison, qui est la directrice adjointe RSE de Best Western France, et Angéline Carly-Faro, qui est la directrice générale des 2 hôtels Best Western Monte Cristo et Ajaccio Amirauté. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais d'abord vous présenter, nous, la stratégie, on va dire, achat responsable qu'on a élaborée au siège depuis maintenant la création du service RSE il y a 5 ans de cela. Alors, on a commencé, on va dire, un peu poussé par EcoVadis à questionner, nous, nos fournisseurs au niveau de la centrale de référencement pro-achat. On a une centrale avec environ 200 fournisseurs.
Et puis, on a élaboré des chartes, que ça soit au niveau de la charte RFR, que vous devez connaître, la charte relations fournisseurs responsables de la médiation des entreprises, avec les 10 engagements pour des achats responsables. Notre objectif à terme, c'est d'avoir le label RFR au niveau de la centrale de référencement pro achat. Donc, tous nos fournisseurs doivent signer cette charte. Et donc, ça a vraiment impulsé, nous, la centrale, nos acheteurs, à penser davantage achat responsable et pas seulement prix. C'est vrai qu'auparavant, c'était vraiment le sujet numéro 1, c'était toujours le prix. Maintenant, on voit que c'est plus le seul sujet. Maintenant, c'est vraiment important d'avoir cette considération-là aussi. Et les collabels européens nous aident beaucoup en cela. Après, nous, chaque hôtel aujourd'hui, chaque hôtel labellisé a sa propre charte aussi achat responsable. C'est une charte qui met à disposition des clients pour leur expliquer aussi leur stratégie actuelle et à venir. Au niveau des différents outils qu'on peut avoir au niveau du siège, donc je vous ai parlé tout à l'heure d'Ecovadis, mais Ecovadis, on a aussi, nous, sur proachat.net, une mercuriale achat responsable, et via la mercuriale, on peut choisir achat responsable au niveau des filtres. Et donc, nos hôteliers sont encouragés, notamment lorsqu'ils sont labellisés, à choisir tous les achats responsables et notamment les produits écolabels européens qu'on retrouve pas mal. EcoCert, écolabel européen. On a aussi on a décidé donc d'aller plus loin. On a proposé, nos acheteurs maintenant ont un outil de cartographie des risques. Donc, lorsqu'ils lancent des appels d'offres auprès de leurs fournisseurs, et ça leur permet d'avoir des questions ajustées. Là, il y a un exemple. Donc, il y a une segmentation par produit. Par exemple, si on parle de rideaux, de salle de bain, il y a peut-être des questions à poser au niveau, est-ce qu'il y a eu des audits sur site, au niveau de l'antifeu, etc. Donc, des questions auxquelles les acheteurs n'auraient peut-être pas pensé et que la cartographie permet d'utiliser et de penser, notamment lors de ces appels d'offres. Et puis là, vous voyez aussi un exemple de notre autodiagnostic fournisseur. Donc, on pose une trentaine de questions sur les achats responsables à nos fournisseurs auxquels ils sont encouragés à répondre. Donc, aujourd'hui, on a à peu près la moitié de nos fournisseurs qui ont répondu et on espère avoir 100% de nos fournisseurs d'ici 6 mois, 1 an, pour vraiment encourager nos hôtels et nos fournisseurs à aller vers des produits toujours plus respectueux de l'environnement. Voilà pour notre stratégie. Évidemment, l'écolabel européen, nous, c'est vraiment aussi un produit rassurant. On sait que quand il y a le logo, il n'y a pas de souci. Les hôteliers peuvent acheter sans problème. Peut-être avoir des exemples avec Angéline de ce qu'elle propose à son hôtel. Donc, c'est la slide suivante. Oui, voilà. Donc moi, je représente l'hôtel Best Western Ajaccio, l'hôtel Monte Cristo à Bastia, un petit groupe familial hôtelier donc en Corse. L'inscription et la démarche écolabel avec sa certification nous a permis dans un premier temps de structurer nos actions et aussi d'aller plus loin. Parce qu'effectivement, il y avait déjà des choses en place dans nos hôtels et grâce au référentiel, ça nous a donné un cadre pour déjà bien suivre les actions qui étaient déjà en place, mais aussi aller plus loin. Parce qu'effectivement, le référentiel donne un guide sur différents types de sujets et normes, en fait, sur quoi on doit travailler et mettre en place, comme sur la gestion de l'eau, la gestion des déchets, l'électricité. Donc voilà, avec le référentiel, on a d'une part structuré la démarche et ensuite, grâce aux outils que Ecolabel a mis à notre disposition et qu'on fait évoluer aussi, on arrive à suivre et à mesurer si on est effectivement performant d'un point de vue sur les choses qu'on a déjà pu mettre en place. Et donc, on a des outils de suivi avec des fichiers Excel. Nous-mêmes, on fait des audits internes et on a surtout l'audit de surveillance tous les 2 ans qui nous permet de faire un point sur la démarche qui est mise en place et de nous signifier si éventuellement des écarts ont pu être constatés, mais surtout de nous donner de nouvelles idées
de ce qui peut se faire aussi dans d'autres hôtels. C'est un moment important dans la vie de l'Écolabel, puisque il y a un vrai échange sur une journée avec l'auditeur qui nous permet de se comparer aussi avec d'autres hôtels et d'aller encore plus loin. Ça a permis aussi, grâce aux formations d'une part, mais aussi à la vie sociale qui a été créée grâce à l'Écolabel, de fédérer les équipes. Effectivement, donc il y a une formation, notamment nous, qu'on dispense tous les ans. On a mis en place une boîte à idées. D'un point de vue justement vie sociale, c'est aussi toute la démarche RSE qui peut être valorisée grâce à l'Écolabel aussi. Et donc voilà, tout ce qui est soirée du personnel, Noël des enfants, les dons réguliers aussi qu'on fait au personnel. Et voilà. Et ensuite, pour finir, c'est aussi un moyen pour nous d'aller chercher aussi, d'aller communiquer et d'aller chercher de nouveaux clients qui sont eux-mêmes, soit à titre personnel, soit à titre professionnel, investis dans la démarche. Et de rendre visible aussi notre engagement avec des outils de communication. Donc justement, là, sur cette slide, on peut voir de la communication qu'on fait auprès de nos clients sur notre livret d'accueil dématérialisé, où donc on l'informe de notre politique environnementale, avec les actions qu'on a déjà mises en place et celles qu'on souhaite mettre encore en place. Comment il peut trier. Donc, grâce en plus, on a des poubelles de tri donc dans nos chambres et aussi dans nos espaces communs. Donc, on lui explique comment trier à l'hôtel. Également, ce qu'on appelle les éco-gestes, comment il peut participer lors de son séjour, comme nous, à être dans une démarche environnementale. Également, on a pas mal de services autour de la piscine, donc la gestion de l'eau est très importante, et aussi la gestion du linge de piscine. Donc on met à disposition de nos clients des serviettes et au travers de cette petite carte qui leur permet d'échanger une serviette, on essaye effectivement de les inciter à être moins gourmands en termes d'utilisation et c'est aussi un moyen de mettre en avant notre logo. Et voilà. Et ensuite, il y a aussi tous les produits qu'on utilise dans l'hôtel, que ce soit ceux qui sont donc moins visibles, comme tous les produits d'entretien, mais aussi les produits qu'on met à disposition de nos clients, où là, on a clairement le logo qui est mis en valeur. Donc c'est aussi une manière de les informer qu'on est dans cette démarche responsable. Et aussi, grâce, on peut voir les produits notamment de gel douche, savon et shampoing qui sont mis à disposition dans l'hôtel, donc qui sont eux-mêmes écolabel et qui sont dans des contenants importants. Tout ce qui est papier d'essuyage et papier d'accueil. Et donc tout ça participe aussi à la démarche. Ça fait partie des critères aussi, d'une part, du référentiel, et d'autre part aussi, ça nous permet de mettre en avant notre engagement auprès de cette clientèle-là. Et globalement aussi, les clients sont plutôt très satisfaits, voire effectivement recherchent nos établissements. C'est aussi un cercle vertueux quand on est une entreprise qui a une démarche environnementale. On cherche nous-mêmes à s'entourer d'entreprises qui sont elles aussi dans cette même démarche. Et l'Écolabel nous permet de nous afficher avec certitude auprès d'eux que nous respectons effectivement les critères et que nous sommes réellement engagés dans cette démarche. À peu près ce que nous a apporté l'Écolabel et pourquoi aussi on continue à être dans cette démarche et maintenant depuis 2013 dans nos hôtels. Voilà. J'avais peut-être juste deux questions pour Rachel. C'est vrai qu'on avait, je pense, ça serait intéressant que vous partagiez peut-être aussi votre vision de l'accessibilité et du prix de ces produits-là. On avait parlé sur ces 5 dernières années.
Et vous, parce que vous êtes vraiment sur le terrain, vous voyez vraiment l'évolution. Et voilà, ma question, c'est comment vous voyez l'évolution de ces produits en termes d'accessibilité et de prix depuis 5 ans? Alors nous, les retours terrain disent, enfin, selon nos hôteliers, hein, et puis même au niveau de nos acheteurs, nous disent que les prix ont baissé de l'écolabel européen. Il y a plus de choix de produits et des tarifs un peu moins élevés. Après, c'est pas forcément les moins chers, mais en tous les cas, ils sont de plus en plus intéressants. Et sur certains produits, on a un hôtel, par exemple, au Mans, qui travaille avec des produits non labellisés. On lui a fait changer toute sa gamme et il nous a dit qu'il s'y retrouvait financièrement de 30%. Donc, ça dépend par rapport à qui on se compare, mais on peut avoir de belles surprises et des hôtels finalement qui sont montés en gamme de produits avec des produits plus vertueux et puis finalement qui ont fait des économies. Donc on a différents retours, mais les hôteliers voient quand même l'évolution des produits ces dernières années. Et merci. Et j'avais une deuxième question aussi, on avait parlé de ce retour d'expérience sur les utilisateurs finaux de ces produits, puisqu'on est aussi sur l'impact sur la sécurité et la santé des utilisateurs et des utilisatrices, et notamment les femmes de ménage pendant la période de Covid qui vous me le disiez, avaient des irritations et que grâce aux produits écolabel européens, c'était quand même au niveau sécurité, elles avaient moins de problématiques à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous pouvez en dire. Oui, tout à fait. Pendant le Covid, nous, en fait, il y a eu l'utilisation de produits assez agressifs, hein. Et c'est vrai que les hôtels qui, eux, étaient, on va dire, équipés de produits naturels ou écolabellisés ont moins eu de soucis, enfin, n'ont pas eu ces soucis-là que d'autres ont pu avoir, hein. Donc, c'est vrai que moi, je dis que c'est pas seulement c'est pour les clients, mais c'est aussi pour les collaborateurs, pour leur bien-être au travail. C'est un respect aussi, de la part de l'hôtelier, de soigner bien ses équipes, du care de ses équipes, d'avoir des produits responsables en utilisation quotidienne. Donc c'est un regard aussi à 360. Nous, on dit aux hôtels de le faire aussi pour leurs équipes, c'est un geste de gratitude aussi envers eux, c'est-à-dire de travailler avec des bons équipements, des bons produits qui ne nuisent pas à leur santé. Merci beaucoup. Et juste un dernier point, nous, par rapport au bilan carbone, parce qu'on a fait pas mal de bilan carbone scope 3, émissions directes et indirectes. On a quand même 30% à peu près des émissions carbone qui sont liées aux achats. Bon, évidemment, et donc plus on a de produits responsables, mieux le bilan carbone est. Donc ça a un effet aussi positif par rapport à nos objectifs réglementaires d'aller vers la neutralité carbone. Voilà. Très bien, merci. Merci pour votre témoignage et puis cet échange du coup qui a continué de la préparation jusqu'à maintenant pour un peu mettre en avant ce que l'écolabel européen vous apporte. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à un autre témoignage, celui d'Hugo Briard d'Auchan, plutôt maintenant pour les grandes surfaces. Donc j'imagine un témoignage qui sera bien différent. Donc, Hugo est chef de projet RSE non alimentaire au sein d'Auchan Retail, basé à Lille. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu un retour d'expérience, Hugo? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Et alors oui, tu peux passer directement la slide, Florian. Et oui, en effet, ça va être un petit peu différent. Bon, après, on reste, nous, sur des produits. Auchan Retail International, évidemment, on vend des produits, que ce soit alimentaires et non alimentaires. Mais là, focus sur la partie non alimentaire et notamment sur notre utilisation du label, qui va être une utilisation en 2 phases, comme vous allez le voir dans la slide suivante. En fait, on a une première utilisation plutôt classique, un petit peu, c'est l'achat de produits certifiés. Donc nous, on a notamment au travers de notre marque Better Life. Donc c'est une marque qui se veut, on va dire, plus soucieuse des enjeux à la fois sanitaires et ou environnementaux. Donc on a 2 marques, on va dire 2 catégories de produits couverts sous cette marque-là, Better Life. Donc on a des produits d'hygiène féminine et de l'autre côté des produits d'entretien et hygiène plutôt standard, nettoyage, papier, etc. Et donc, pour cette partie-là, notamment pour la partie produits d'entretien et hygiène, on a réussi au fil des années à augmenter le nombre de produits certifiés. En fait, ça fait tout simplement partie de notre critère, ça fait partie des critères de validation du label. Et donc, on arrive à 45% de nos produits qui sont labellisés écolabel européen. Donc, l'écolabel européen, comme je l'ai dit, fait partie des critères de validation au sein de la marque Better Life. Mais ce n'est pas le seul. On a d'autres certifications comme EcoCert détergent, par exemple, ou bien l'EcoSélection.
Donc l'éco-sélection, je vais en parler dans la slide suivante, pardon. C'est plus une méthodologie interne, mais qui va, elle aussi, utiliser des critères ou alors la labellisation de l'écolabel européen. Donc, tu pouvais rester un tout petit peu sur la slide précédente, Florian. Ouais, désolé. Donc, comme je disais, donc, on a principalement, du coup, sur cette marque, on va chercher à développer l'écolabel européen. On a tout de même s'il y a 3 critères, donc l'écolabel européen, éco-détergent et l'éco-sélection, on a tout de même fait une priorisation en mettant l'écolabel européen en top 1, on va dire, quelque sorte. C'est-à-dire qu'on le privilégie dans un premier temps. Dès lors qu'on ne l'a pas, on peut avoir éco-détergent ou alors avoir les deux. On peut avoir les 2 labellisations sur le même produit. Et ensuite l'éco-sélection. Donc ça, c'est majoritairement donc, un focus sur une marque, Auchan Better Life, qui s'appuie en très grande majorité sur cet écolabel. Et on peut retrouver aussi, mais plus de manière spontanée, des produits labellisés, mais cette fois-ci, c'est moins piloté, c'est plus, on va dire, en fonction de nos leaders produits chez nous, les ingénieurs qualité qui vont, lors de la phase de développement, faire des études de marché, conso, voir si jamais ça fait sens d'en mettre, même si évidemment, pour nous, équipe RSE, ça fait sens d'en mettre le plus possible dans nos magasins. Tu peux passer à la slide suivante. Donc là, on avait du coup l'utilisation un peu standard de labellisation de nos produits, mais qui dessert et qui est valorisée au travers d'une marque chez nous. Mais on va avoir une deuxième utilisation. Donc, je vous ai parlé dans la slide précédente de l'éco-sélection. Alors, je ne sais pas si c'est un terme qui va parler à tout le monde, mais pour ceux qui sont plus familiers de l'éco-conception, qui est un terme plutôt connu, générique en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on va venir mesurer l'impact environnemental d'un produit et au travers de son impact, un peu comme un bilan carbone des entreprises, on va essayer de réduire en faisant des hypothèses de transformation de ce produit. Eh bien, l'éco-sélection, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'on n'a pas de mesure d'impact. Tout simplement parce qu'on a une quantité de produits phénoménale et donc on ne peut pas se permettre de faire la mesure d'impact de l'entièreté de nos produits. Et donc, il nous faut des mesures un petit peu plus rapides en termes d'efficacité. Et donc, on se base sur l'éco-sélection. Et plutôt que d'avoir une mesure au produit, on essaye de faire des mesures d'impact, mais plus pour des catégories de produits complètes. Et donc, après, on a des grandes guidelines par catégorie de produits qui vont nous permettre de dire, très bien, si c'est un produit, je prends l'exemple des produits en bois, vu que c'est l'exemple des prix juste en dessous. Si c'est un produit en bois, on va mettre des critères, comme on voit dans le parcours à suivre juste ici. On va avoir des critères, donc en l'occurrence 7. Donc 7 étapes à suivre en disant, voilà, mon produit en bois doit passer par ces 7 étapes. Et en fonction de ce que je vais réussir à valider ou invalider parmi ces 7 étapes, je vais pouvoir avoir le statut de produit éco-sélectionné. Et donc, je vous ai mis une petite flèche là sur l'étape numéro 2 qui s'appelle validation des labels existants. Alors là, c'est très simple, c'est pour les produits en bois. On a sélectionné certains labels, dont l'écolabel européen. Alors, comme le disait Céline précédemment, pour ces labels-là, ceux qu'on sélectionne pour l'éco-sélection, on prend des labels souvent qui sont multicritères. Multicritères parce que il faut que ce soit le label le plus complet possible, avec une exigence souvent la plus forte possible. Après, on a aussi d'autres critères qui sont sur la robustesse, donc qui gère ce label. On ne veut pas qu'il y ait de conflit d'intérêts dans ceux qui gouvernent et ceux qui posent les critères de ce label, etc. etc. Donc, bref, on a toute une grille d'analyse des labels qui nous permet de déterminer lesquels sont pertinents pour nous à intégrer dans l'éco-sélection. Et en l'occurrence, l'écolabel européen se retrouve dans l'éco-guide bois ici présent, mais il va se retrouver aussi dans d'autres éco-guides, parce qu'on en a plusieurs, qu'on a par catégorie de produits, comme je vous l'ai dit précédemment. Et donc, tout simplement, si on arrive à avoir la labellisation sur ce produit, donc un produit en bois Auchan, dans ce cas-là, il aurait directement le label, le statut, on va dire, de produit éco-sélectionné chez nous. Donc, dans notre jargon interne, on va dire, on va pouvoir l'indiquer comme ça dans nos outils. Mais s'il n'a pas l'écolabellisation, donc on a laissé aussi une porte ouverte et une possibilité de ne pas l'avoir, parce qu'on sait que nous, donc il peut y avoir, comme on sait parfois, des contraintes économiques, même si ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui, et que maintenant ça peut être intéressant aussi de l'avoir, mais aussi nous des contraintes de temps. On a une très grande diversité de produits, et donc on ne peut pas se permettre des fois de labelliser l'entièreté de nos produits, parce qu'on a beaucoup de produits, et donc il faut qu'on puisse sélectionner ça et qu'on fasse sur les produits qui sont le plus pertinents selon nous, selon nos clients et dans notre trajectoire, nous, et notre pilotage de notre décarbonisation. Donc, on a ça. Et donc, si on n'a pas l'écolabel européen, donc pas cette labellisation, on va devoir passer aux critères suivants. Donc, on voit le 3, 4, 5, 6, qui sont des labels qui vont également chercher à réduire l'impact environnemental de notre produit, en l'occurrence ici le bois. Et par contre, ces autres critères peuvent s'inspirer de critères de l'écolabel européen.
Je prends un exemple tout bête. Bon, j'avoue que je ne sais pas si c'est le cas, mais si l'écolabel européen interdit l'utilisation des espèces à risque, donc en danger d'extinction, par exemple, pour les produits en bois, eh bien, nous, on va pouvoir s'intéresser à ce critère-là en disant, bah, très bien, c'est un critère qu'on veut intégrer, nous, à l'éco-sélection. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément avoir la labellisation. Pour autant, c'est un critère qui nous intéresse et donc qu'on va mettre dans nos critères d'éco-sélection. Donc, on ne s'inspire pas uniquement de cet écolabel, mais on sait que dès lors qu'on a des produits qui sont couverts par les écolabels, c'est tout de même une grande source d'inspiration, puisque bah, voilà, c'est que c'est en partie réalisé et sponsorisé par l'ADEME, que c'est des critères qui sont voilà, pertinents vis-à-vis de l'impact du consommateur ou autre. Donc on sait, au vu de la robustesse de ce label, qu'on peut s'y fier et qu'on peut utiliser ces labels. On n'utilise pas que l'écolabel européen, on s'inspire aussi d'autres labels ou écolabels, ou dans notre nomenclature, cytographie, etc. Mais en tout cas, ça reste un élément non négligeable dans notre construction de nos outils, et notamment de ces éco-guides. Et donc voilà, et donc quand on a ce critère avec ces multi-étapes, là, donc ces différentes étapes, l'idée c'est qu'à la fin, on a un système de validation, et en fonction du nombre d'étapes réussies par le leader produit, et évidemment de la pondération de ces critères, dans ce cas-là, on peut valider ou invalider l'éco-sélection de notre produit, qui va se retrouver en magasin. Et autour de cette démarche-là, on a un pilotage interne avec un objectif de croissance du nombre de produits éco-sélectionnés d'année en année, voilà, pour toujours aller dans cet objectif de décroissance de notre impact. Donc voilà pour ma partie. C'était un petit peu global. Au moins, vous voyez les deux clés d'entrée sur lesquelles on utilise ou on peut utiliser l'écolabel européen. Merci Hugo. Je vois de toute façon qu'il y aura des questions, hein, que ce soit pour Best Western ou pour Auchan, mais du coup on a dit qu'on les prenait à la fin. On va maintenant basculer avec Michel Auger et Nathalie Paillon. Je vous laisse vous présenter rapidement et puis nous faire vos retours et apporter vous aussi vos observations sur l'écolabel européen, pas forcément en tant qu'utilisateur du coup, mais avec votre vision, vos métiers à vous. Très bien, Nathalie, je te laisse la priorité. Allez, merci Michel. Bon, je suis Nathalie Paillon. Merci beaucoup d'avoir organisé ce webinaire. Je suis la directrice des études et des opérations de l'Obsar. Oui, et donc bonjour, donc Michel Auger, moi je suis membre du bureau national du Conseil national des achats, en charge de la promotion des achats responsables. Je suis également président des entités qui ont le label Relations fournisseurs et achats responsables. Et donc je voudrais juste préciser pour Rachel Loison qui a fait allusion dans son introduction, la charte et le label sont co-construits, co-animés par la médiation des entreprises et le Conseil national des achats. Et on tient beaucoup à cette parité parce qu'il y a le double regard. Le Conseil national des achats représentant les acheteurs dans leur profession et dans leur pratique, et la médiation des entreprises représentant plutôt les fédérations professionnelles qui sont acheteuses, mais au sens de commercial, ce qui fait qu'on a vraiment ce double regard. Voilà. Et donc, effectivement, on décline la charte sur tout un tas de secteurs, et vous y avez fait allusion, la Fédération des entreprises de la propreté, par exemple, auquel vous avez recours à décliner sa charte pour avoir ses spécificités. Merci, je vous laisse faire part, du coup, Nathalie, faire part un peu de vous, vos observations, vos compléments sur l'écolabel européen. Oui, beaucoup de choses ont déjà été dites. Alors, donc pour repositionner le sujet et l'intérêt de l'écolabel, donc vous savez que dans les politiques achats responsables, on va aller rechercher des produits qui sont porteurs de moins d'impact négatif possible. Et en ce sens, évidemment, l'écolabel européen, comme il a été présenté par Céline, répond entièrement à cet objectif de limitation des impacts négatifs environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Donc, en ce sens, c'est un label qui est déjà intéressant. L'autre point qui est très important pour les acheteurs, c'est la confiance. Et donc, étant remis par les instances européennes,
évidemment, l'acheteur est tout à fait, on va dire, dans les meilleures conditions pour pouvoir proposer ou inclure dans sa sélection de produits des produits avec ce label particulier. Donc ça, c'est un élément qui est essentiel. D'ailleurs, là, on parle aujourd'hui plus des achats privés où il n'y a pas, l'acheteur est libre d'utiliser les labels qu'il le souhaite dans sa sélection de produits, mais c'est un élément qui est très important également pour les acheteurs publics, hein, qui là sont très, comment on va dire, contraints dans leur sélection. Donc ça, je crois que c'est un des premiers éléments que l'on peut noter sur l'écolabel européen. Comme l'a dit Céline, il y a beaucoup de produits finalement de manière unitaire qui sont aujourd'hui, qui sont porteurs de ce label. Ça veut dire que dans des catégories d'achat de type produits d'entretien, c'est vrai que ça va être un élément facilitant et qui va, comme l'a dit également Hugo, un point important, c'est que, parce que ça fait partie aussi je crois en tout cas, ça va répondre en partie à une des questions posées, sur l'impact et la mesure d'impact. Alors, ces produits européens, écolabels européens, on ne connaît pas nécessairement l'impact ou les impacts négatifs qui sont évités en choisissant cet écolabel européen, mais on sait que ces impacts vont être moindres puisqu'ils ont été validés par le processus d'homologation, de certification. Et c'est ça qui importe au-delà de la mesure, c'est la preuve qu'on a qu'on est en train de véritablement choisir un produit qui a effectivement moins d'impact qu'un autre. Donc ça, c'est, voilà, je pense, un des premiers points d'intérêt pour les acheteurs privés sur l'écolabel européen. Michel, tu rajoutes, voilà, on va se passer la parole comme ça. Oui. Alors effectivement, je pense que le premier point, c'est le gain de temps que ça représente, puisque pour se voir décerner le label, il y a eu tout un tas de vérifications qui ont été faites par un organisme extérieur. Donc c'est une garantie de fiabilité et de sérieux. Du coup, l'acheteur, il ne va pas être obligé de refaire tous ces contrôles par lui-même ou chez le fournisseur. Et puis, ça va lui permettre d'être certain de répondre à un certain nombre de ses objectifs, notamment des objectifs environnementaux, des objectifs de décarbonation. Et donc, ça aussi rejoint l'étude du cycle de vie du produit qui est pris en compte. Ça va apporter aussi des garanties de sécurité. Donc, pour l'utilisateur final, qui est en général un client, vous l'avez souligné tous les deux, aussi bien dans les hôtels Best Western que dans les magasins Auchan. Et donc, ça contribue également à l'image de l'entreprise, tout cet environnement. Donc, ça me paraît quand même être des éléments essentiels pour convaincre un acheteur. Et puis, il y a un autre élément qui peut jouer dans l'environnement conjoncturel actuel, c'est ce que les politiques appelleraient la souveraineté, mais qu'en matière économique, on appelle plutôt la dépendance. Et donc, s'approvisionner en Europe, non seulement ça favorise la décarbonation, mais ça peut réduire la dépendance auprès de producteurs étrangers qui ne nous veulent pas toujours du bien. Voilà. Oui, et c'est vrai, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Michel, ça apporte aussi, si tenté, puisqu'il y a certains produits qui sont écolabellisés EE et qui sont fabriqués par des entreprises non européennes. Ça prouve à minima que ces produits respectent toute la réglementation européenne. Et c'est déjà un bon élément en termes de concurrence. Donc c'est essentiel. Et puis, peut-être pour terminer, ça a été dit par Rachel, c'est que le prix, et aussi par Céline, le prix de ces produits labellisés n'est aujourd'hui plus un frein. Donc, ça ouvre la facilité pour l'acheteur
à utiliser, à commander ces produits, à s'approvisionner dans des produits écolabellisés et à pouvoir le vendre, entre guillemets, en interne lorsque c'est nécessaire. Je ne sais pas si vous souhaitiez rajouter quelque chose, Michel. Non, c'est vrai que le prix était souvent le sujet unique de débat il y a quelques années. Tout ce qui est autour de la RSE, de la décarbonation du cycle de vie de produits, permet de relativiser le prix à charge pour le vendeur de prouver l'avantage concurrentiel de son produit. Et donc, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit autour des garanties de sécurité que ça apporte, mais c'est un vrai avantage concurrentiel. Et donc, ça peut avoir un prix ou pas. Merci à vous. Ça fait le lien avec certaines des questions qu'on a pu avoir. Alors, je vais remonter jusqu'à la petite slide intro, comme ça, on fera la phase un peu de questions-réponses. Du coup, j'ai vu qu'il y avait une question à destination de Best Western. Est-ce que parfois il y a des surcoûts justement qui sont répercutés potentiellement au tarif des chambres? Est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est faisable? Voilà un petit peu les questions. Je vais essayer de répondre. Alors, bon, d'un côté, on ne regarde pas tout à fait les choses comme ça, puisqu'effectivement, on a parlé aussi d'avantages concurrentiels. C'est sûr qu'aujourd'hui, dans le marché local, le prix, il est fonction aussi de mes concurrents, mais et aussi de la demande. Donc, forcément, d'avoir des choses en plus, de cocher des cases aussi, ça permet de pas forcément de revoir son prix à la baisse, mais plutôt effectivement d'être cohérent avec des charges et du coup d'afficher ce label nous permet, moi je pense, de ne pas d'être concurrentiel et de valoriser notre engagement. Par rapport à ça aussi, c'est vrai que finalement le prix qu'on a dit effectivement souvent supérieur des produits écolabels, il faut aussi voir que dans la démarche écolabel, il y a d'autres critères, et il y a des critères où justement qui vont nous permettre de faire des économies. Donc, effectivement, on a parlé de la gestion de l'eau, notamment sur la réduction des débits, mais également sur la gestion des énergies, avec la mise en place de serrures, de cartes pour limiter les déperditions, de détecteurs de présence, etc. Donc finalement, globalement, moi je parle pas de surcoût, enfin je vois pas de surcoût. C'est sûr que si on regarde uniquement les produits, oui effectivement, mais ensuite voilà, quand on regarde les choses dans leur ensemble, il y a d'autres choses où finalement on gagne et ça équilibre globalement, ça équilibre et puis c'est un vrai avantage concurrentiel. Donc là-dessus effectivement, il y a aussi un gain. Voilà. Merci. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question. Je pense que ça répond avec cette approche un peu de coût global. Merci. Il y a une question aussi pour Hugo à propos de la démarche d'éco-sélection. Tu as peut-être déjà un petit peu en partie répondu, mais c'est peut-être à repréciser. Donc, comment vous mesurez l'impact des produits écolabels européens versus un impact, par exemple, EcoCert, sachant que ces deux produits pourraient prétendre à avoir la marque Better Life. Voilà. Ouais. Alors, pour la différence, est-ce que les questions se tournent vers une différence de mesure d'impact ou est-ce que c'est différence au sein de la marque en elle-même? Impact d'émissions de CO2, de COV, d'écotoxicité, vraiment la quantification des impacts. Ouais, parce que la quantification des impacts ou la mesure, nous en interne, parce que elle se fait au niveau global au champ, au sein de notre reporting, et au sein de notre reporting, on ne va pas forcément prendre tous les produits labellisés, tous nos produits même, je dirais même éco-sélectionnés ou autres, on ne va pas les prendre, on ne va pas, intégrer leur décarbonation directement dans notre mesure. Ce qu'on va faire, parce que c'est des portions de produits, on va dire, qui sont
non négligeable, mais qui reste faible au vu de la quantité de produits au global. Donc, on ne peut pas se permettre de faire ça pour le moment. On aimerait bien, mais il nous faut un outil qui puisse permettre de faire au produit. Tandis qu'à date, notre décarbonation, elle est mesurée plus de manière globale. C'est-à-dire on prend toute la data qu'on a sur nos produits, qu'on doit intégrer dans cet outil de mesure avec des coefficients d'impact par catégorie de produits. Et donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des catégories de produits au global d'émissions. Et alors, l'avantage de l'éco-sélection, c'est que ça peut toucher des catégories de produits. Donc, ça peut être un avantage. Et donc, sur ces catégories de produits-là, on va pouvoir des fois intégrer donc, des coefficients, on va dire, admettons, on a, pour les produits éco-sélectionnés, donc qui vont avoir des critères proches de l'écolabel européen, on va pouvoir faire des estimations de baisse d'impact, plus sur une manière, donc grosse masse, on va dire. Et dès lors qu'on va avoir, par exemple, des produits, on va dire, en entretien un jardin, où on a 30% de notre gamme qui va être éco-sélectionnée, dans ce cas-là, on va pouvoir dire 30% de notre gamme avec un minima. Nous, on a une base minimum pour tous les produits éco-sélectionnés qui doit se rapprocher de moins 10% d'impact. C'est-à-dire que même si on n'en fait pas la mesure, les critères qu'on prend logiquement dans la phase amont, c'est-à-dire la phase où on dit on va prendre les produits en bois puisque les produits en bois ont tel et tel impact majoritaire. Donc si on va apposer ce critère-là et ce critère-là sur les étapes du cycle de vie prioritaire, on devrait logiquement, en faisant des comparaisons des fois, ce qu'on a fait dans la période amont avec de l'éco-conception de produits, s'assurer qu'on a une réduction d'impact qui est proche des moins 10%. Donc sur l'éco-sélection, on va pouvoir le faire. Et on va pouvoir amener des coefficients de réduction, on va dire on a 30% de notre gamme qui a une réduction de 10%, et donc on va l'intégrer au sein de notre outil. Donc ça, on peut le faire, mais uniquement grosse masse, pas au produit en lui-même. Du coup, pour la partie écolabel européen, c'est à peu près la même chose. On ne va pas le faire au produit, donc c'est très difficile de comparer l'écolabel européen de l'écolabel EcoCert. Et si jamais on a d'intégrer une réduction au sein de notre bilan carbone global, c'est plus sur des produits, on va dire, qui ont des variations ou des modifications, en tout cas dans le cadre d'une réduction d'impact, qui vont être très généralisées. Là, comparer deux labels entre eux, c'est des choses qu'on ne va pas avoir dans notre outil. On ne va pas avoir si le produit il est EcoCert ou non. Donc, comme on ne va pas avoir cette info-là à l'intérieur, on va pouvoir voir cette variation uniquement lorsqu'on fera notre reporting global, donc avec les variations de produits. C'est-à-dire que je ne sais pas si j'ai été très clair dans ma réponse, mais l'idée, c'est qu'on ne va pas avoir autant d'informations que ce qu'on a, nous, en magasin et sur le produit, lors de notre reporting. Les informations qu'on va avoir produites au magasin sont des choses qui sont gérées au produit. Par contre, lorsqu'on va mesurer notre réduction d'impact, on est vraiment sur des choses grosses masses, avec de la data un peu plus large, ce qui fait qu'on ne va pas être aussi granuleux dans les informations qu'on retourne sur le produit. Et on va avoir des informations, mais qui vont être plus haut dans l'échelle, on va dire, donc un peu plus large, type éco-sélection, type réduction ou matière recyclée, par exemple, pourcentage de matière recyclée dans le produit. C'est des choses qu'on va avoir, mais on ne va pas pousser jusqu'au label, sachant qu'en plus, si on a un label type écolabel, il peut y avoir plusieurs stratégies d'amélioration du produit pour avoir la labellisation écolabel. Et donc, c'est difficile d'estimer une réduction d'impact. Parce qu'entre un produit détergent et un produit papier ou un produit en bois, les stratégies sont différentes et donc la réduction d'impact peut être différente. Et des fois, il peut même ne pas y avoir de réduction d'impact en tant que telle parce que c'est plus la partie sanitaire qui va être privilégiée. Donc, on ne va pas faire la différence à ce niveau-là. Voilà, j'espère avoir répondu le plus clairement possible. C'est vrai que la question est complexe, mais je pense que j'ai apporté les réponses. Je vois qu'il y a d'autres questions, peut-être plus à destination de Céline. Est-ce qu'il y a eu des réflexions pour intégrer les EPI comme les textiles à usage unique, blouses, charlotte, surchaussures, masques parmi les référentiels de l'écolabel européen? Et puis j'élargis du coup la question, est-ce qu'il y a d'autres références qui seraient amenées, d'autres catégories de produits qui seraient amenées à être référencées dans l'écolabel européen à l'avenir? Alors malheureusement non. Parce qu'en fait, c'est un gros, enfin, vous avez compris, c'est un gros travail en fait de la part de la Commission européenne et du centre de recherche à chaque fois, comme les critères ils sont révisés régulièrement. En fait, ils ont développé les gammes de produits, mais en fait là, ils se retrouvent un peu coincés en termes
de main-d'œuvre pour réussir à maintenir un rythme de révision nécessaire pour avoir toujours des critères actualisés d'un point de vue environnemental et sur la santé. Et du coup, la Commission européenne a stoppé le développement de nouveaux référentiels. Et donc, il n'y aura pas effectivement pour le moment de référentiels sur les EPI ou de nouveaux référentiels sur d'autres catégories de produits tant que voilà, ça sera pas remis, que l'écolabel européen ne sera pas remis sur la priorité au niveau de la Commission européenne. Par contre, ce que la Commission européenne fait, c'est qu'à chaque fois qu'elle révise des référentiels, elle élargit le scope. Donc, par exemple, sur les produits cosmétiques, avant, il n'y avait que les produits cosmétiques à rincer, les gels douches, les shampoings. Et là, quand ils ont révisé en 2021 les cosmétiques, ils ont ouvert à tous les cosmétiques. Donc maintenant, il y a des crèmes, enfin, on peut certifier même des produits de soins pour animaux. Et pour les produits d'hygiène absorbants aussi, ils ont élargi aux coupes menstruelles réutilisables. Et donc, il faut savoir qu'on va avoir aussi la première entreprise française dans toute l'Europe à avoir justement l'écolabel européen sur cette catégorie de produits, notamment parce qu'il y a une nouvelle réglementation qui arrive en France qui vise à rendre remboursables les produits d'hygiène féminine réutilisables, et notamment avec l'écolabel européen. Donc, ça pousse aussi les entreprises à se faire certifier écolabel avec l'écolabel européen. Merci pour ton retour, Céline. Il y a une question concernant les chiffres sur les nombres de produits certifiés par catégorie de produits. La première slide, enfin dans les premières slides, je vais la rafficher. Oui, en fait, je vous ai mis le lien. Donc, en fait, tous les 6 mois, c'est en septembre et en mars, la Commission européenne réactualise les chiffres. Et donc, si vous cliquez, je l'ai mis aussi dans le commentaire, je l'ai remis dans le chat, vous pouvez cliquer et là, vous aurez l'entièreté des statistiques par catégorie de produits de façon exhaustive au niveau européen. Très bien, merci. Maintenant, 2 questions sur l'incitation. D'une part, on va commencer par Best Western et après, ce sera plutôt du côté de Auchan, je pense, peut-être même aussi Best Western. Mais comment est-ce que vous incitez à acheter durable les hôtels de Best Western? Comment est-ce que vous les incitez avec un aspect financier ou avec d'une autre manière? Alors nous, Best Western, c'est une coopérative d'hôtels indépendants, donc on ne peut pas, nous, par exemple, participer financièrement à ces achats. On ne peut que les encourager, les motiver. Et donc, on a demandé à tous nos hôteliers déjà d'avoir un label écologique, donc que ce soit Écolabel européen ou Éclé verte. Et donc, et comme le disait tout à l'heure Angéline, en fait, à partir du moment où on demande un label, il y a des critères au niveau des achats responsables et on demande des produits respectueux. Donc de l'environnement et puis aussi du bien-être des collaborateurs. Donc parmi la liste, presque tous nos hôtels vont vers des produits écolabel européens, EcoCert, etc. Donc aujourd'hui, ça se fait presque naturellement, puisque comme on l'a montré par les photos tout à l'heure, il y a beaucoup de produits d'hygiène aujourd'hui, des mouchoirs, produits toilettes, les produits d'entretien. Il y a énormément de produits on va dire, du quotidien qui sont écolabellisés. Donc le fait d'avoir motivé tout le monde à aller vers des labels responsables et d'avoir ce label, donc il y a des audits sur site, etc. Il y a tout un process à suivre. Ça encourage tout le réseau à choisir ces produits-là. Très bien, merci. Et aujourd'hui, donc c'est le 3/4 du réseau qui est labellisé. Donc 3/4 du réseau, c'est-à-dire que c'est le 3/4 du réseau qui utilise principalement des produits responsables. Comme quoi, même sans incitation financière, c'est possible. Oui. Une question à Hugo. Comment fonctionnez-vous avec les fournisseurs pour les orienter vers la labellisation? Quelle incitation? Un peu la même chose, mais cette fois-ci pour les fournisseurs. Oui, alors il y a 2 cas de figure. Des fois, on n'a pas du tout à les pousser ou engager puisque c'est eux qui font la proposition. Et dans ce cas-là, c'est génial. Il faut juste simplement qu'on voit si ça répond bien à nos attentes et qu'à niveau budget, ça puisse passer. Donc, dans ce cas-là, c'est super. Dans l'autre cas, souvent, on a un grand programme d'engagement de nos fournisseurs. Alors, ça ne va pas jusqu'à l'écolabel européen pour 100% de nos fournisseurs, ça on est bien d'accord. Mais pour autant, dans ce programme d'engagement, on essaye d'évaluer leur maturité
environnementale pour savoir voilà, où est-ce qu'ils se positionnent. Donc, on a un système de notation de nos fournisseurs. Et après avoir pu évaluer leur maturité, dans ce cas-là, on a un programme pour pouvoir, dès lors qu'ils sont au stade minimum, enclencher un premier travail de mesure de leur empreinte carbone, par exemple. Et dès lors qu'ils ont des stades un peu plus avancés, là, on va chercher à compléter, avoir de plus en plus d'informations sur leur trajectoire, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est qu'une fois qu'on peut cibler les fournisseurs qui sont les plus avancés, on va dire, dans leur stratégie, etc., ça va être plus facile avec eux d'aller chercher des produits labellisés ou autres, parce que dans ce cas-là, ils vont avoir une maturité, une connaissance, et donc on va plus facilement s'orienter avec eux sur des projets de produits éco-labellisés, éco-sélectionnés ou autres. Mais bon, on sait qu'à date, le taux de maturité de nos fournisseurs, il n'est pas non plus exceptionnel, hein, c'est normal. C'est une démarche qui va aller en croissance. Et donc, on ne peut pas se cantonner uniquement à ces fournisseurs-là. Et dans ce cas-là, souvent, on se rapproche, c'est souvent plus des fournisseurs européens avec lesquels on va avoir des labellisations. Là, je parle de l'exemple de l'écolabel européen, évidemment, mais que ce soit de la labellisation en général, souvent on a quand même, c'est assez facilitant, on va dire, parce qu'on a des fournisseurs qui sont proches de l'Europe, mais pas que. Et donc, dans ce cas-là, c'est plus, on s'appuie sur des fournisseurs avec lesquels on peut avoir un historique assez long également. Pourquoi? Parce que plus l'historique est long, plus logiquement il a une connaissance, on va dire, de ces process-là, et il y a de chances qu'il ait été labellisé au préalable. C'est beaucoup plus difficile, on va dire, lorsqu'on a un contrat avec un fournisseur récent, de le pousser vers ça, à moins qu'il l'ait directement dans son ADN. Mais ce qu'on a fait du coup dans ce programme, donc pour reprendre à ça, c'est plus dans le processus d'achat, ou dans le métier d'acheteur classique chez nous, hein, standard. Maintenant, on a mis des points d'échange, c'est-à-dire que la RSE vient en animation, en quelque sorte, de ces équipes-là, donc des équipes achats ou des équipes qualité, quand c'est la qualité qui est en, en échange direct avec le fournisseur. Donc acheteur quand c'est les acheteurs en échange direct, ingénieur quand ce sont les ingénieurs. Et dans ce cas-là, on va mettre au sein de leur rituel avec les acheteurs, il faut qu'il y ait une part maintenant désormais pour parler de la RSE. Donc de un, on va présenter les résultats. C'est-à-dire que vu qu'ils ont répondu et qu'on a, nous, une note de maturité de leur côté, c'est des choses qu'on va devoir leur présenter, de un, pour les sensibiliser. Et dans le deux, dans la phase d'engagement, là, on va pouvoir aller plus loin en leur demandant des choses. Donc en leur demandant de faire des actions pour s'améliorer, pour poser des stratégies, ou bien directement d'aller dans le produit en disant nous, on a besoin d'augmenter nos gammes, d'avoir des produits labellisés. Qu'est-ce que tu peux nous proposer? Et dans ce cas-là, on va aller aux échanges jusqu'à l'écolabel européen. Donc voilà, on a différentes phases. On essaye d'intégrer ça au maximum dans les processus existants pour que ça ne dénote pas du travail. Il faut que ça fasse partie maintenant de leur métier et pas que ce soit un plus, on va dire. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit imprégné. C'est une modification simplement des métiers, mais sur un petit volet, évidemment, pas sur l'ensemble. Merci Hugo. Il nous restait une dernière question, mais peut-être que la réponse pourrait être donnée par un lien. La différence entre EcoCert et l'écolabel européen, Céline, sur le site de l'ADEME, vous avez un comparatif entre les différents référentiels? Oui. Non, alors après, EcoCert, il est que sur les détergents. Alors que l'écolabel européen est bien plus large. Il y a aussi une différence entre EcoCert et l'écolabel européen, c'est que effectivement EcoCert certifie des produits biocides, alors que c'est interdit. L'écolabel européen, un produit biocide n'a pas le droit de porter l'écolabel européen. Voilà, donc si en fait, je pense qu'il y a une fiche, il faut que je la retrouve. Faut que je la retrouve, qui compare effectivement les labels entre EcoCert et l'écolabel européen. En tout cas, c'est juste, là, on est vraiment que sur des détergents. Alors que l'écolabel européen, comme je vous l'ai montré en introduction, il couvre 23 catégories de produits. Donc pas les mêmes cadres du tout, pas les mêmes scopes du tout, donc du coup plus le même usage pour le référentiel. Très bien, merci. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions-réponses. Il nous restait juste un ou deux points. Moi, j'avais une slide à présenter pour clôturer. Donc, on a vu à travers les différents témoignages que l'écolabel européen pouvait être utilisé de différentes manières.
notamment pour mettre en valeur le produit. Alors ça a été beaucoup répété, d'un fournisseur à un fabricant, un metteur sur le marché de produit, jusqu'au client final, donc dans tous les maillons de la chaîne de valeur. Cet outil va pouvoir être utilisé pour communiquer. Il va pouvoir être utilisé pour voir où sont les grands enjeux environnementaux. Donc, ça a été dit, mais un peu moins que le reste. Mais voilà, c'est un cahier des charges vraiment très robuste. Pour le créer, il y a eu une analyse environnementale, des analyses environnementales qui ont été réalisées pour identifier les exigences. Donc, lorsqu'on va lire les référentiels ou les documents que Céline a transmis, on va véritablement prendre connaissance des principaux enjeux environnementaux pour une famille de produits. Donc ça, c'est ultra utile selon comment on veut l'utiliser. On va avoir aussi des propositions de pistes d'éco-conception. Donc voilà, c'est une vraie checklist où on peut se servir, un peu comme l'a fait Auchan, pour trouver des pistes d'amélioration pour les catégories de produits. Donc, très pratique à utiliser, mais également pour s'évaluer. Alors, il y a eu des questions autour de ça. Donc, on ne va pas, à chaque fois qu'on fait l'écolabel européen, qu'on se certifie ou qu'on le lit, on ne va pas se faire évaluer d'un point de vue impact environnemental à chaque fois, mais on aura des indicateurs, des seuils, des méthodes de preuve dans les exigences de l'écolabel européen qui permettront de s'évaluer au niveau de chaque exigence ou même au niveau tout simplement de la certification ou non et de voir parmi les produits qu'on a, lesquels ont la certification, lesquels ne l'ont pas et de s'évaluer par rapport à ça. Donc un vrai outil à la fois pour s'améliorer, mais s'évaluer aussi et suivre une démarche environnementale à l'échelle d'une entreprise. C'est vraiment ce dernier point que je souhaitais aborder et puis ensuite laisser la main à Céline pour clôturer. Oui, du coup, merci à toutes et à tous. Juste pour info, donc j'ai mis dans le chat les 34 fiches qui comparent les labels. Donc vous pouvez aller voir sur la partie détergent, vous aurez plus d'informations entre EcoCert et l'écolabel européen. Donc peut-être pour finir, donc pour info, donc on a développé un guide qui reprend un petit peu tout ce qu'on s'est dit, tout ce qui est externalité positive à utiliser l'écolabel européen dans les achats. Je vous ai également mis une étude sur les prix des produits porteurs écolabel européen. Alors, c'est des produits en B2C, donc on n'est pas en B2B, mais il n'empêche que via cette étude, on se rend quand même compte, là on a étudié un certain nombre de produits dans les rayons de consommation courante. En fait, il n'y a pas de différence de prix entre les produits écolabel européens et les produits standards. Parfois même, ils sont moins chers, notamment sur les lessives. Donc, n'hésitez pas aussi à aller jeter un petit coup d'œil à cette étude si vous voulez plus de renseignements. Et peut-être juste pour finir, pour les 42 personnes. Ah oui, si, on a un certain nombre de webinaires qu'on organise aussi d'ici la fin de l'année avec Florian. Donc là, vous avez la liste. On s'intéresse aussi aux acheteurs publics. Le 6 novembre, on a un webinaire sur les nouvelles réglementations françaises et européennes autour de l'écolabel européen et notamment les directives éco-conception et lutte contre le greenwashing. On a un webinaire qui est dédié aux entreprises qui mettent sur le marché des produits écolabel européens le 7 novembre pardon, et le 2 décembre sur les hébergements touristiques. Et peut-être pour les personnes qui restent, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même une autre dernière question, ça permettrait aussi de conclure quel est le principal obstacle pour obtenir un écolabel européen. Franchement, il n'y en a pas. Enfin, en fait, on voit là en Europe, on a des grandes entreprises, on a des TPE, on a des PME, donc déjà, il n'y a pas un obstacle en matière de taille d'entreprise. Après, ce qu'on voit actuellement sur le marché européen, c'est qu'on augmente en gamme de produits, mais on va moins vite en termes de nombre d'entreprises avec un nouveau produit écolabel européen, ce qui veut dire que les entreprises qui ont déjà l'écolabel européen, en fait, elles développent leur gamme de produits. Donc elles y trouvent un intérêt, mais on a plus de mal finalement à aller chercher des nouvelles entreprises pour se lancer dans cette démarche. Et c'est là où en fait le travail d'acheteur, il est très important parce que c'est lui qui va impulser finalement la demande sur le marché. On voit plus que c'est finalement via les achats publics et privés qui permet de développer l'écolabel européen, qui pousse les entreprises à se faire certifier, qu'une volonté derrière des entreprises de se lancer toutes seules dans la démarche.
Donc c'est pour ça qu'il y a le principal obstacle, c'est finalement de développer ce sujet-là sur les achats publics, privés, mieux faire connaître le label auprès des consommateurs, parce que finalement c'est la demande client, on se rend compte que c'est quand même la demande client qui permet de développer l'écolabel européen. Donc voilà, le principal obstacle, c'est peut-être la méconnaissance au niveau des acheteurs et des consommateurs de l'intérêt d'utiliser ce label pour le développer, mais pas pour l'entreprise. Pour la demander. On sait que c'est complexe, c'est un label robuste, mais en même temps, les entreprises, la plupart l'ont, enfin, donc elles y arrivent, quoi. Voilà, j'ai vu qu'il y avait une autre. Je pense qu'on peut conclure là-dessus, on a 7 minutes de retard. Sur la dernière slide, de toute façon, vous avez nos coordonnées avec Florian. Et puis, je voulais aussi remercier les intervenants aujourd'hui qui ont été très pertinents. Et donc, n'hésitez pas à nous envoyer des mails si vous avez d'autres questions complémentaires. On pourra vous répondre avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci. Merci, au revoir.